Bonjour et bienvenue dans Salon de l'Histoire. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ah, pour les cheveux? Ouah, ça fait 1 an qu'on a tourné cette scène. Hein. Quoi, c'est pas pour ça? Ah, pour les filles? Bon, c'est qu'un rêve, hein, et en plus, pas très original celui-là. Depuis la nuit des temps, la plupart de nos ancêtres masculins avaient un désir très fréquent, celui d'avoir des femmes. Beaucoup de femmes. Ouais. Et parmi les histoires à ce sujet, on peut évoquer le mythe des Amazones. Alors, pour la définition classique des Amazones, on a une peuplade composée presque uniquement de femmes et qui pratique la guerre. Tout au long de l'histoire, des femmes combattantes ont existé, chez les Européens, les Berbères d'Afrique du Nord, les Amérindiens ou encore certaines tribus asiatiques. Prenons un exemple. Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang racontent qu'au 8e siècle, du côté de Prague, une femme appelée Vlasta aurait voulu fonder une gynocratie, un état où les femmes domineraient les hommes. Elle en aurait établi le siège du côté du mont Vidovlé, mais elle fut vaincue au bout de 8 ans par les armées du roi de Bohême. Ou encore, en Afrique, certaines histoires parlent aussi d'Amazones comme la reine Tembandumba, qui aurait régné au XVIIe siècle dans l'actuel Angola. Autre exemple de guerrières, les femmes armées qui ont affronté l'armée française aux côtés des hommes lors de la conquête du royaume d'Abomey en 1890. Elles vont notamment participer à créer le mythe des Amazones du Dahomey, une troupe de guerrières africaines qui vont faire des tournées dans tout un tas de villes du monde occidental, de Saint-Pétersbourg à Chicago, en passant par Paris. Jusqu'en 1925, cette tournée va renforcer les préjugés à l'égard de certains peuples. Il faut dire aussi que ces personnes étaient exhibées en compagnie d'animaux, et que c'était souvent pas loin des quartiers abritant les bars et les bordels, comme par exemple à Saint-Pauli, un quartier portuaire de Hambourg. D'ailleurs, la marque de bière La Fille de Saint-Pauli rappelle un peu cette ambiance, voilà. Je peux aussi vous parler du Chevalier d'Héron. C'est un espion et un homme de lettres français du XVIIIe siècle, et il est célèbre pour son goût du travestissement. Et au cours de la Révolution française, cet homme va proposer à l'Assemblée nationale de former une unité d'Amazones. Bon, ça n'a rien donné. Dans un style plus actuel, on peut aussi citer les YPG, des groupes armés féminins kurdes. Bon, nous on va parler des Amazones de l'Antiquité, notamment évoquées par les auteurs grecs. Elles apparaissent par exemple dans l'Histoire des animaux d'Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la première mention des Amazones. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote en parle déjà. Et même en son temps, probablement vers le 8e siècle avant notre ère, Homère en parle et les situe en Anatolie, à l'embouchure du fleuve Halis. Je laisse à présent la parole au poète grec Apollonius de Rhodes pour vous les présenter. C'est là qu'on découvre les champs de Doias, habités par les Amazones. Fille d'Arès et de la nymphe Harmonie, qui se rendit au désir du dieu dans les sombres retraites de la forêt d'Alcmon, elles sont fières, ne connaissent point de loi et ne respirent que guerre et que carnage. Dit comme ça, les Amazones sont présentées comme des déesses, mais il faut plutôt les voir comme des demi-déesses, à l'image d'un Héraclès ou d'un Achille. Maintenant, allons voir sur une carte où elles vivent. Déjà, les Amazones de l'Antiquité sont originaires d'une région au cœur de l'Eurasie. En se basant sur les écrits des Grecs, elles ont existé vers le 6e siècle avant notre ère. 3 possibilités de localisation. Au nord du pont Euxin, la mer Noire si vous préférez, à l'embouchure du fleuve Thermodon, où leur cité légendaire Thémiscyre serait située, ou encore en Lycie, au sud de la Turquie moderne. Voire même les 3 à la fois, et les Amazones se seraient regroupées ensuite dans la cité de Thémiscyre. En tout cas, elles ne vivaient pas en Amazonie. Si cette région d'Amérique du Sud porte aujourd'hui ce nom, c'est à cause du fleuve Amazone. Il a été nommé ainsi par les explorateurs portugais du XVIe siècle qui racontent qu'ils se sont battus contre des indiennes armées d'arcs. Du coup, ils s'imaginaient être au pays des Amazones. Bon, tout le monde n'est pas d'accord avec cette explication. Certains historiens et linguistes considèrent que le nom du fleuve Amazone vient de Amazona, en langue amérindienne, qui signifie destructeur de bateaux, pour faire référence aux crues dangereuses du fleuve. Et puisqu'on parle de guerrières, parlons un peu de leur mode de vie. D'après ce qu'on sait, si ces femmes font la guerre, c'est pour protéger leur territoire et leurs coutumes, même s'il leur arrivait d'envahir d'autres terres. Elles souhaitent s'isoler des hommes qui les auraient délaissées ou violentées selon certains auteurs. Du coup, elles vivent dans une société matriarcale où les hommes sont soit complètement exclus, soit réduits à l'état servile. Des esclaves en gros. Et pour éviter tout risque de violence, les Amazones ne s'entourent que d'hommes estropiés, c'est-à-dire avec un handicap. Par exemple, s'il boite ou il a un membre en moins.
En témoigne Mimnermus de Smyrne, un auteur de poèmes érotiques du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui raconte que la reine des Amazones, Antianéra, considère qu'un homme qui boite est un bon amant. Ou encore, selon certains traités de chirurgie grecque du début du 4e siècle avant notre ère, je cite « Les Amazones font subir à leurs enfants du sexe masculin, dès le bas âge, une luxation, soit aux genoux, soit aux hanches, afin sans doute de les rendre boiteux et d'empêcher les hommes de rien tramer contre les femmes. » Apparemment, les Amazones se reproduisent avec des hommes infirmes. Mais pas que. Selon l'historien Strabon, les Amazones se rendent une fois par an chez leurs voisins les Gargaréens pour trouver des partenaires masculins et se reproduire. Et si les enfants qui naissent sont mâles, eh bien elles peuvent les refiler aux Gargaréens. Niveau politique, on est plutôt sur une société matriarcale où la vie de famille est rejetée et où la virginité est adulée. Par virginité, il faut entendre refus du mariage et non pas absence systématique de rapports sexuels. Bon, parce qu'une société où toutes les filles sont vierges, elle a pas trop d'avenir en fait. Selon certains auteurs grecs, la virginité des Amazones ne durait que tant qu'elles faisaient la guerre. Une fois qu'elles prenaient leur retraite militaire, elles pouvaient alors assurer la descendance et donner jour à une nouvelle génération d'Amazones. Mais attention, ça s'arrête là. L'allaitement est proscrit, et les Amazones refusent toute attache familiale. Pour d'autres auteurs, cette virginité est aussi un fantasme. Une fois qu'un héros a soumis et a eu des rapports sexuels avec une Amazone, elle perd tout intérêt. Par exemple, le héros athénien Thésée va ramener chez lui l'Amazone Antiope, un peu comme un trophée. Et vous vous en doutez, une fois qu'il aura couché avec, il va la larguer pour épouser quelqu'un d'autre. En bref, les Amazones sont présentées comme des guerrières farouches, indomptables, presque comme des bêtes sauvages, avec qui les hommes peuvent parfois s'accoupler, mais jamais les apprivoiser. Du coup, cela explique leur représentation la plus commune, des femmes vêtues légèrement, souvent des peaux d'animaux qu'elles ont tués. Elles se battent avec des haches, des boucliers en demi-lune, rappel à la déesse Artémis, des épées, des lances et bien sûr des arcs. Et en plus, elles savent monter à cheval. Alors concernant les boucliers, petit aparté. Quand on parle de bouclier des Amazones, il s'agit d'un objet particulier qui est presque devenu un symbole. Il existe plusieurs mentions épigraphiques de ces types de boucliers, en forme de croissant, notamment dans les inscriptions romaines, par exemple celle de Bavay dans le nord de la France. Il faut dire que le thème du combat des Amazones était plutôt populaire dans l'Empire romain. Bon, c'est bien gentil toutes ces descriptions, mais nos Amazones, est-ce qu'elles ont vraiment existé ? Non, parce que si c'est un mythe, on pourrait penser que c'est du mytho. En réalité, c'est pas aussi simple que ça. Tout d'abord, selon l'historien grec Hérodote, il n'est pas fait mention de leur origine exacte. Ce qu'il dit, c'est que lors d'un affrontement entre les Amazones et les Grecs, elles ont perdu la bataille et ont été emmenées en bateau pour en faire des esclaves. Elles vont réussir à se libérer et à massacrer tout l'équipage, mais manque de bol, elles sont bidons en navigation, donc elles se laissent dériver tranquillement au gré des flots. Elles échouent ainsi chez une peuplade de cavaliers nomades, les Scythes. Au début, ces derniers les prennent pour des envahisseurs classiques et sont donc partis les poutrer. Mais en examinant des cadavres, ils s'aperçoivent qu'ils ont affronté des femmes. Ils décident alors de ne plus les tuer, mais au contraire de leur envoyer leurs plus jeunes et beaux spécimens masculins. Bon, on va pas se mentir, le but du jeu c'est de baiser. En fait, ils veulent surtout avoir de la descendance avec ces femmes puissantes. Le souci, c'est qu'ils ne parlent pas la même langue, mais bon, c'est pas un problème insurmontable. Au bout d'un moment, les Amazones apprennent un peu la langue de leurs amants scythes, ils peuvent donc communiquer. Ils leur proposent de rester dans leur pays. Mais les Amazones refusent. En fait, elles veulent pas vraiment avoir la même vie que les femmes scythes, elles veulent rester des guerrières. Elles décident de partir et leur proposent de les accompagner pour fonder un nouveau pays. Certains Scythes acceptent et ils partent fonder un nouveau peuple, les Sauromates, ou Sarmates selon Hérodote. Ça explique pourquoi les Sauromates utilisent en partie la langue des Scythes. Et puis si les Amazones sont les ancêtres des Sauromates, Hippocrate en rajoute une couche, puisqu'il précise que les femmes Sauromates sont aussi des guerrières. Voici ce qu'il dit. Les femmes montent à cheval, tirent de l'arc, lancent le javelot de dessus leur cheval, et se battent contre les ennemis tant qu'elles sont vierges. Elles ne se marient pas avant d'avoir tué 3 ennemis. Cette règle concernant le mariage est peut-être un hommage lié à leurs ancêtres les Amazones. Bon, pour savoir si tout ça était réel ou bien fantaisiste, la science va apporter sa pierre à l'édifice. À la fin du 19e siècle, des archéologues ont mis en évidence des sépultures de femmes contenant des armes dans la région au nord-est de la mer Noire. Mais selon l'historien Alain Testard, les données anthropologiques de cette époque ne sont pas toujours très fiables, surtout en ce qui concerne les identifications anthropologiques quant au sexe des squelettes.
En gros, pas sûr que c'était bien des femmes. En revanche, des études menées au début des années 2010 ont été menées et elles ont apporté de nouveaux éléments. Selon l'historien Jaroslav Lebedinsky, dans la zone comprise entre la Volga et l'Oural, là où vivaient les tribus sauromates, lors des fouilles dans les kourganes, des sortes de tumulus des steppes d'Asie centrale, 20% des sépultures féminines contiennent des armes. Du côté des tribus scythes, la proportion avoisine les 30%. Et parfois même, certains corps exhumés comportent des traces de blessures de guerre. On a ainsi retrouvé des pointes de flèches tordues dans la cage thoracique de certains corps. Par exemple, sur le site de Pokrovka, des fouilles ont été menées dans les années 90 par Janine Davis-Kimball, et les chercheurs ont remarqué que les tombes féminines comportent souvent des armes. De plus, les fémurs de plusieurs squelettes sont courbés, ce qui indique une pratique fréquente de l'équitation. Et dans ces tombes, les prélèvements génétiques ont permis d'établir un lien avec des tribus mongoles d'Asie centrale. Et il arrive que dans ces tribus asiatiques, les filles naissent parfois blondes. Ça tombe bien, les Amazones sont souvent décrites par les auteurs grecs comme blondes. Il y aurait donc peut-être des ancêtres communs entre les tribus mongoles et les Amazones. Donc oui, le mythe pourrait avoir un fondement réel. Et donc non, il ne s'agit pas d'une société avec un renversement total des rôles comme l'a décrit par exemple Diodore de Sicile ou Strabon, mais plutôt comme l'explique Hérodote avec une vision plus nuancée. En gros, une société dans laquelle les femmes vont à la guerre ou à la chasse, toutes seules ou bien avec les hommes. Mais ce n'est pas une société sans hommes et ils ne sont pas non plus exclus. Dans ces sociétés, les femmes auraient pu s'entraîner et faire la guerre aux côtés des hommes, et c'est ça qui pourrait être à l'origine du mythe. Tout d'abord, un petit peu d'étymologie. Que signifiait le mot Amazone ? D'après Hérodote, le mot grec Amazonès viendrait du mot scythe Oiorpata, qui signifie tueuse d'hommes. Pour d'autres auteurs, le mot serait plus ancien et viendrait du perse antique Amazan, qui signifie combattre en équipe. Mais par la suite, le sens du mot a encore changé. Selon Diodore de Sicile, le mot est composé de deux parties entre le préfixe privatif a et le suffixe mazos qui signifie mamelle. En gros, quand on assemble les deux, a mazos, ça donne sans mamelle, pour faire référence au fait que les Amazones se coupaient le sein droit pour mieux tirer à l'arc. Bizarrement, dans mon rêve, j'ai oublié ce détail. En fait, ça a été rajouté plus tard, car à l'origine, les artistes de l'Antiquité ne représentaient pas les Amazones privées du sein droit. Hérodote n'en parlait pas non plus. La question se pose alors, pourquoi les artistes ont-ils décidé de leur trancher le sein par la suite ? Selon Jacques Boulogne, l'idée est la suivante. Au 5e siècle avant notre ère, en Grèce, la médecine développée par Hippocrate se répand. Pour résumer, c'est le précurseur de la médecine moderne. Il va mettre en avant des idées comme la mise à l'écart de la maladie avec le divin et le diagnostic médical, c'est-à-dire l'observation du malade et de ses symptômes pour le soigner. Ça peut paraître logique aujourd'hui, mais pour les Grecs de l'Antiquité, c'était pas aussi évident. Bref, cette nouvelle forme de pensée n'était pas non plus parfaite. En témoigne l'idée que si on ampute un membre durant la jeunesse, cela provoque l'hypertrophie du membre voisin. En gros, lorsqu'on coupe une partie du corps, celle d'à côté grossit. Les Grecs imaginaient donc que les Amazones se tranchaient le sein droit pour muscler leur bras droit et pouvoir tirer à l'arc avec puissance. Heureusement qu'on a d'autres méthodes pour se muscler aujourd'hui. Bon, maintenant qu'on a vu ce que signifiait le mot Amazone, on va voir ce qu'en a fait la littérature. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais l'un des premiers à avoir mentionné les Amazones dans les légendes grecques, c'est Homère, l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée vers le 8e siècle avant notre ère. D'ailleurs, je vous parlerai de ses œuvres dans de prochaines vidéos. Abonnez-vous. Alors que raconte Homère ? Dans l'Iliade, Priam, le roi de Troie, dit ceci à Hélène. Autrefois, dans la Phrygie féconde en vignes, j'ai vu de nombreux Phrygiens, habiles cavaliers, tribus belliqueuses d'Otréus et de Mygdon égales aux dieux, et qui étaient campés sur les bords du Sangarios. Et j'étais au milieu d'eux, étant leur allié, quand vinrent les Amazones viriles. Et non, c'est pas une histoire de travestissement. Ici, le mot viril fait référence à des qualités qui étaient uniquement attribuées aux hommes, à cette époque, notamment des qualités guerrières. Restons dans l'Iliade, dans le chant 6, sur le champ de bataille, le héros troyen Glaucos et le héros achéen Diomède discutent et disent ceci en parlant de Bellérophon, un autre héros, notamment qui aurait chevauché le célèbre Pégase.
Il combattit les Solims illustres, et il disait avoir entrepris là le plus rude combat des guerriers. Enfin, il tua les Amazones viriles. Alors oui, Bellérophon a massacré des Amazones, et c'est pas le seul. Apparemment, c'était presque un sport national chez les Grecs que de massacrer les Amazones. Je m'explique. D'après l'auteur grec Proclos qui a réalisé des travaux sur Homère et son Iliade, pendant la guerre de Troie, le héros achéen Achille rencontre la reine des Amazones Penthésilée, qui est dans le camp des Troyens. Du coup, ils se battent. Achille finit par la transpercer avec son épée, mais au moment où elle va mourir, leurs regards se croisent et Achille tombe amoureux d'elle. C'est bien, hein, mais c'est un peu tard. Passons du côté du héros Héraclès, plus souvent connu sous le nom d'Hercule. Celui-ci a dû réaliser un certain nombre de travaux pour se racheter des crimes qu'il a commis. Et parmi ces travaux, il doit ramener la ceinture de la reine des Amazones, Hippolytée. Donc Héraclès se pointe chez les Amazones. La reine tombe amoureuse de lui et accepte de lui donner la ceinture. Mais la déesse Héra, qui peut pas blairer Héraclès son beau-fils, va juger que c'est trop facile et fit courir le bruit que le héros veut kidnapper la reine. Du coup, les Amazones l'attaquent et elles se font massacrer, y compris la reine. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Thésée. Alors lui, il aurait séduit ou massacré des Amazones. Voire les deux. Même chose pour Alexandre le Grand, qui lui a bel et bien existé par contre. Les auteurs de l'Antiquité ont enjolivé sa légende en prétendant qu'au cours de la conquête de l'empire perse Achéménide, il a rencontré des Amazones, qu'il a couché avec leur reine, ou encore qu'il les a affrontées et vaincues. Bref, les Amazones, elles prennent bien cher quand même. Hein. Tous ces massacres envers elles décrivent une véritable hostilité des Grecs. Mais pourquoi tant de haine, me direz-vous ? Tout simplement parce que les Grecs détestent le modèle matriarcal et considèrent que la place de la femme est dans la structure familiale, généralement confinée à l'éducation des enfants et à l'entretien du foyer, un monde appelé gynécée. Les Amazones représentent donc la contre-société de l'idéal grec. Si on reprend notre bon vieux Thésée, il faut savoir que c'était un héros originaire d'Athènes, une cité grecque dans laquelle la domination masculine sur la femme était particulièrement importante. En témoigne le fait que les femmes n'ont jamais eu accès à la citoyenneté, donc au pouvoir politique à Athènes, alors que les Athéniens vénèrent la déesse Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse. Tout ça pour dire qu'en l'emportant sur les Amazones, Thésée rétablit l'ordre naturel des choses pour les Grecs, c'est-à-dire l'homme dominant la femme. Bon, il faut quand même nuancer tout ça, les auteurs grecs leur attribuent souvent une stature héroïque, donc ce ne sont pas de simples mortels. D'ailleurs, leur lien avec la déesse Artémis est souvent évoqué, surtout au niveau du mode de vie. Rejet des hommes, culte de la virginité et vie sauvage. En même temps, si c'est de pauvres paysannes que nos Héraclès et Achille vont massacrer sans effort, ça fait moyennement glorieux quand même. À travers les siècles, la légende des Amazones n'est pas morte, loin de là. Même si l'existence réelle de femmes guerrières a été mise au placard pendant longtemps, le mythe est resté et s'est enrichi, devenant source à la fois de peur et d'attirance. Lors de leurs voyages et découvertes, les Européens vont constamment apporter avec eux, dans leur imaginaire, cette idée de rencontrer des femmes guerrières en terre exotique, des femmes qui seraient un contre-modèle de la société de leur temps. Ainsi, à la fin du XIIIe siècle, Marco Polo affirmait en avoir vu au cours de ses voyages, et comme je l'ai dit plus tôt, des explorateurs portugais disaient qu'ils en avaient aussi rencontré. Vous remarquerez qu'avec l'élargissement du monde à partir du XVe siècle, les Européens vont s'imaginer des Amazones non plus dans les coins qu'ils connaissent, l'Europe et l'Asie, mais plutôt dans des espaces qui restent à explorer, l'Afrique et l'Amérique. Par exemple, Johann Bohemus, un humaniste allemand, décrit une peuplade africaine comme ceci. Seules les femmes pouvaient gouverner et exercer des métiers d'administration d'ordre public. Les hommes s'occupaient des tâches ménagères, comme le font nos femmes, se rendant alors vassaux, voire esclaves des femmes. Les femmes sont réputées pour être de puissantes guerrières, de grandes politiciennes et de très bonnes gérantes, alors que les hommes sont complètement ignorants. Et tout ceci va faire relativiser les penseurs européens sur la condition de la femme. Après tout, si on retrouve des femmes combattantes dans le monde entier, ça doit pas être si anormal que ça. Par exemple, Stefano Guazzo, un écrivain italien du XVIe siècle, raconte dans son œuvre, La Conversation civile, que, finalement, la raison pour laquelle une femme armée semblait à leur époque quelque chose de malvenu et répréhensible, était simplement une question d'habitude. Progressivement, la manière de percevoir les Amazones va changer. Si autrefois elles étaient pratiquement toujours assimilées à des antagonistes, eh bien par la suite, l'Amazone va davantage s'apparenter à une figure positive, un symbole d'émancipation et de liberté. Comme quoi la post-prod, ça change tout. Tenez, par exemple.
On retrouve des mentions des Amazones sur certaines sépultures, comme le sarcophage des Amazones découvert à Tarquinia en Italie. Sur ce sarcophage, qui date du IVe siècle, on peut voir des scènes de combat des Amazones, ce qu'on appelle parfois l'Amazonomachie. On reconnaît bien le bouclier en croissant, mais aussi on remarque qu'elles portent des sortes de bonnets qui rappellent un peu les bonnets phrygiens. Eh bien, si les Amazones dessinées sur ce sarcophage portent ce bonnet, c'est pas pour rien. Les Phrygiens étaient un peuple d'Anatolie, et d'autres peuples du coin, comme les Thraces et les Scythes, portaient aussi vraisemblablement ce même bonnet. Et pour rappel, les Amazones étaient liées aux Scythes. Et vous vous souvenez sans doute que le bonnet phrygien fait partie des symboles de la Révolution française. C'est l'un des attributs de Marianne. Alors non, Marianne n'est pas une Amazone, mais cela montre quand même une certaine revalorisation de leur image. Bref, tout ça pour dire que les Amazones, on peut aussi les admirer et ne servent plus de faire valoir. Tant qu'on y est, je vais un peu vous parler de ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Pour faire simple, on peut les retrouver partout. Déjà, bien évidemment, Wonder Woman, héroïne de DC Comics, connue pour être la fille de Zeus et d'Hippolyte, la reine des Amazones. C'est une guerrière avec des super pouvoirs, donc un symbole de femme forte. Chose plutôt rare dans les années 40, lors de sa première apparition. Le cinéma n'est pas en reste, puisque de nombreux films montrent des Amazones. La reine des Amazones de 1961, certains films Tarzan, Hercule et les Amazones de 1994, ou encore, plus récemment, Game of Rome de 2001. On les retrouve aussi dans certains films d'animation comme Ronald le Barbare de 2011. Les mangas sont également au rendez-vous en ce qui concerne les Amazones. Sailor Moon ou encore le célèbre One Piece dans lequel le héros rencontre des femmes guerrières sur une île appelée Amazon Lily. Même les séries ont souvent droit à un épisode spécial sur les Amazones, Charmed, Stargate SG-1 ou plus récemment 3, La chute d'une cité. Enfin un petit mot du côté des jeux vidéo. Les Amazones ont inspiré certaines histoires, comme par exemple celle des Gerudo dans la série The Legend of Zelda. Le sport non plus n'est pas oublié, c'est le cas des raids Amazon, des expéditions sportives avec courses d'orientation, randonnée et trail, canoë-kayak, VTT et tir à l'arc, en équipe uniquement féminine. De leur côté, les équipes de sport féminines utilisent parfois la référence à ces guerrières, comme par exemple l'équipe féminine du Football Club de Grenoble Rugby, également surnommée FC Grenoble Amazon. Il y a même un institut de yoga qui porte leur nom, les Amazones parisiennes. En outre, le terme Amazon s'est diversifié. Par exemple, c'est un style d'équitation, puisque ça désigne le fait de monter à cheval avec les deux jambes du même côté de la selle. Il peut faire aussi référence à une position sexuelle entre deux amants. Et non, il n'y aura pas d'illustration. Je peux même vous parler des Amazones, la garde rapprochée de l'ancien chef d'État libyen Muammar Kadhafi. Entre 1980 et 2011, il s'est entouré d'une escorte exclusivement féminine. Aujourd'hui, selon certains auteurs et certains témoignages, elles étaient principalement là pour des faveurs sexuelles, souvent sous la contrainte. Mais selon certaines ONG, les viols auraient été inventés par la suite par les forces qui ont renversé le régime libyen. Par contre non, le site de vente en ligne Amazon n'a rien à voir avec tout ça. En fait, en 1994, le créateur du site a parcouru le dictionnaire et il a commencé par le début, c'est-à-dire la lettre A, et il est tombé sur le mot Amazonie, évoquant exotisme et différence, ce qui l'a inspiré pour le nom du site. Au-delà des arts, le mythe des Amazones a fini par être une source d'inspiration pour les mouvements féministes, depuis les suffragettes anglo-saxonnes de la fin du 19e siècle jusqu'aux femmes actuelles. D'ailleurs, puisqu'on parle des femmes, il faut savoir qu'en France, ce mouvement était quasiment inconnu jusqu'à l'arrivée d'Ina Shevchenko, qui a repris les codes du mythe, c'est-à-dire la nudité, le lien avec la nature, les actions marquantes ou encore le rejet du patriarcat. Pour conclure, le mythe des Amazones puise probablement sa source dans des tribus guerrières qui ont vraisemblablement existé, et ça nous renseigne aussi sur la manière de penser des Grecs de l'Antiquité. En effet, ce modèle est antagoniste des sociétés patriarcales, et pourtant il constitue un fantasme et une source de curiosité pour ces mêmes sociétés. La preuve, c'est qu'il a survécu pendant presque 3000 ans, et qu'on lui consacre encore plein d'œuvres aujourd'hui. Puis ça fait quand même faire des beaux rêves. D'ailleurs, si ça vous embête pas, je vais continuer le mien. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis bon matin. À la prochaine.